Donc rebonjour, nous avons appris lors de la deuxième séquence à construire la matrice de rotation qui nous permet d'utiliser Excel pour faire des représentations triangulaires. Et donc nous allons dans cette troisième séquence voir comment tabuler les données, comment organiser une feuille de calcul de façon à obtenir différentes choses. Par exemple, un quadrillage du domaine pour aider l'utilisateur à se repérer dans ce domaine. Ensuite, comment délimiter ce simplex par une bordure, comment représenter les réseaux de Sheffer, que ce soit des réseaux de type simplex lattice design, que ce soit des réseaux de type simplex centroïde. Ensuite, on pourra se demander comment matérialiser des contraintes dans ce domaine, des contraintes explicites qui affectent la variation des proportions des constituants, et comment matérialiser le contour du domaine qui résulte de l'application de ces contraintes. Il peut s'agir d'un simplex, mais il peut s'agir, comme vous le voyez en bas à droite à l'écran, d'un polyèdre convexe. Et enfin, beaucoup d'entre vous aimeraient sans doute pouvoir représenter des courbes d'isoréponse dans le plan de la figure. C'est ce que vous voyez avec un coloriage plutôt à droite dans ce transparent. Eh bien, je vous donnerai une méthode pour réaliser la représentation de courbes isoréponse de façon assez simple sous Excel, toujours en utilisant le principe d'une rotation barycentrique qui a été exposé, rappelons-le, d'abord à partir de l'étude d'un diagramme binaire et ensuite à partir du diagramme ternaire. Alors, comment réaliser un quadrillage? Alors, pourquoi a-t-on besoin d'un quadrillage? Eh bien, parce que lorsqu'on imprime la figure, si l'on veut reporter à la main des mélanges, ou tout simplement si on veut lire de l'information, on a besoin d'un quadrillage. Alors ici, j'ai quadrillé le domaine expérimental avec un pas assez large, c'est ce qu'on va voir, de façon à pouvoir lire à partir du quadrillage les coordonnées, les trois coordonnées d'un mélange. La proportion du constituant 1, qui correspond au quadrillage en pointillé bleu, la proportion du constituant 2, qui correspond au quadrillage en pointillé rouge, et la proportion du constituant 3 qui correspond au quadrillage représenté par des traits pointillés de couleur verte. Eh bien, en fait, pour réaliser ce quadrillage, dont ici le pas est égal à 20%, si vous comprenez la méthode que j'ai utilisée pour un pas de 20%, vous pourrez utiliser cette méthode avec un pas généralement plus petit, 10% ou 5%, voire des pas encore plus petits, mais je n'en dis pas plus. Alors, comment faire? Eh bien, tout simplement en superposant trois figures, en faisant le parcours du quadrillage point par point du constituant 1 en bleu, du constituant 2 en rouge et du constituant 3 en vert. Et donc je vais devoir faire trois séries de données et je m'en vais rajouter ces séries de données dans le plan de la figure, ce qui me donnera naturellement le quadrillage. Alors Excel, en fait, Excel ne sait pas faire grand-chose que de relier les points entre eux par des traits, ici des droites, en vous laissant le choix d'habiller ces droites avec des traits pleins, avec des traits pointillés de couleurs différentes ou d'épaisseurs différentes. Et donc en fait, il va falloir définir ici les 9 coordonnées des mélanges qui permettent de définir chacun des quadrillages bleu, rouge et vert. Donc à partir des 9 coordonnées des mélanges qui permettent de définir le quadrillage bleu, ces coordonnées sont définies dans le repère rouge. Je m'en vais faire une translation au centre du domaine, toujours pareil en utilisant une soustraction, et ensuite je m'en vais utiliser ma matrice de rotation pour trouver les coordonnées des mélanges, et ces mélanges n'auront plus que deux coordonnées dans le repère axe horizontal et axe vertical. Ce sont les deux premières colonnes de la matrice que vous voyez apparaître en bas à droite de l'écran, et à partir de là, eh bien, ce jeu de 9 points caractérisés par deux coordonnées va me permettre de réaliser un nuage de points, et en reliant les points entre eux, eh bien, j'obtiendrai la figure que vous avez en haut de l'écran. Je vais faire la même chose avec les points ou les mélanges nécessaires pour définir la ligne brisée représentant le quadrillage 2. Cette matrice va donner lieu à un centrage et à une rotation. Je vais faire la même chose avec les coordonnées des points me permettant de définir
définir le quadrillage 3. Voilà comment on fait des quadrillages dans le diagramme ternaire. Il est évident que si vous prenez non pas un pas de 20%, mais un pas de 10%, il y aura un peu plus de mélange, encore plus de mélange avec un pas de 5%, et nous le verrons, beaucoup plus de mélange avec un pas de 1% ou un pas de 0,1%. Alors, naturellement, ces quadrillages peuvent être sympathiques, mais ce serait bien de délimiter le contour du domaine expérimental ou du diagramme ternaire, et donc pour ça, il faut définir un cadre. Ce cadre, il est défini à partir des 3 sommets, et les 3 sommets, S01, S02, S03, sont tout simplement définis à partir de la matrice identité 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et naturellement, si on ne prenait que ces 3 sommets, par 3 points, on ne peut définir que 2 traits. Un trait qui relierait le sommet 1 au sommet 2, et un trait qui relierait le sommet 2 au sommet 3. Donc pour boucler votre figure, eh bien, il faut rajouter, au bas de ce petit tableau, il faut rajouter à nouveau les coordonnées du sommet que vous avez mis sur la ligne 1, à savoir les coordonnées du sommet 1. C'est la seule façon pour boucler sous Excel votre figure. Une fois que l'on a cette matrice qui permet de dessiner le cadre, on transforme les coordonnées de ces points par une translation au centre du domaine, on applique la matrice de rotation, on obtient 4 nouveaux points qui ont 2 coordonnées, et on utilise bien ces 4 points pour faire une figure ou rajouter une série de données sur la figure précédente, et en reliant ces points par un trait, ici de couleur violette, vous aurez défini bien, le cadre du simplex de hauteur unitaire. Alors, comment représenter, maintenant qu'on a défini le cadre et le quadrillage, comment représenter les points d'un réseau de Sheffer? Bien ici, j'ai représenté un réseau de Sheffer avec un degré de maillage m égale 3, ce qui permet de répondre à une des questions du quiz de la séquence précédente. Ce mélange nécessite de faire... ce plan d'expérience nécessite de faire 10 mélanges. Ces mélanges sont parfaitement uniformément répartis dans le domaine expérimental. Vous voyez apparaître les coordonnées dans le tableau. Ces coordonnées sont puisées dans un vivier de coordonnées où vous avez les valeurs 0, 1 tiers, 2 tiers et 1. Et vous associez ces coordonnées de telle sorte que par ligne, la somme des proportions, la somme des fractions massiques, soit égale à 1. C'est ce que vous voyez ici à l'écran et qui avait été introduit par Sheffer, rappelons-le, en 1958. Et bien, comme précédemment, ce système de 3 coordonnées va être translaté au centre du domaine, et ensuite je vais appliquer la matrice de rotation. Pour le simplex centroïde, c'est la même chose. J'écris les 7 coordonnées des mélanges, les 3 sommets, les 3 milieux d'arête qui sont représentés par des points ayant pour coordonnées 1,5, 1,5, 0, et par permutation circulaire, on trouve les 2 autres milieux d'arête, le centre du domaine, qui a pour coordonnées 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, et c'est ce qui définit un simplex centroïde. Et vous vous rappelez que Sheffer suggérait de rajouter des points axiaux de façon à avoir une meilleure couverture du domaine. Ces points axiaux qui ont été notés dans la matrice AX1, AX2, AX3 sont situés à mi-distance entre le centre et les sommets, donc il suffit de faire une moyenne entre les coordonnées des sommets et les coordonnées du centre. Eh bien, comme précédemment, on va translater cette matrice au centre du domaine, on va appliquer la matrice de rotation et on obtiendra eh bien, les 10 coordonnées du simplex centroïde que vous pourrez matérialiser à l'aide d'Excel avec un nuage de points XY. X, c'est l'axe horizontal, d'où la coordonnée WH, et Y, c'est l'axe vertical, d'où la coordonnée W indice V. Voilà comment on peut représenter des réseaux de Sheffer. Alors, allons plus loin. Si on sait matérialiser des quadrillages, si on sait matérialiser un contour, si on sait matérialiser des points, on doit pouvoir matérialiser de façon très simple des contraintes individuelles explicites. Par exemple, ici, les opérateurs souhaitent que la variation de la fraction massique du constituant 1 soit limitée dans l'intervalle qui va entre 10% et 70%. C'est les 2 droites que vous voyez apparaître à l'écran. Comment mettre en œuvre ces 2 droites? En définissant 2 jeux de données de 2 points. La droite rouge est définie par 2 points qui ont
pour valeur 0, 1 ou 10% pour le constituant 1, et pour les constituants 2 et 3, 0 d'un côté et le complémentaire à 100% de l'autre. C'est pour ça que vous avez 10%, 0, 90% pour le premier point, et 10%, 0,90, 0 pour le second point. On fait une translation au centre, on fait une rotation, et on se sert des deux points pour dessiner les deux traits. C'est ce que vous pouvez faire également avec les contraintes supérieures qui ici avaient été fixées par les opérateurs ou les experts à 70%. De la même façon, vous allez pouvoir affecter des contraintes aux variations des proportions du constituant 2, ici entre 10 et 60%. Vous allez pouvoir affecter de la même façon des contraintes aux variations des proportions du constituant 3, entre 20 et 60%, et la résultante de ces contraintes, nous l'avons vu dans un chapitre dédié, peut vous donner un simplex L, de même orientation que le simplex initial, un simplex U d'orientation opposée, et troisième cas de figure, un polyèdre convexe. Ce polyèdre convexe a ici dans cet exemple 5 sommets. On reporte les coordonnées des sommets qui ne sont autres que les intersections des contraintes dans un petit tableau, et pour pouvoir boucler la figure, eh bien, si on est parti du sommet 1, on termine le tableau en rajoutant une 6e ligne qui est celle du sommet 1, de façon à ce que votre contour soit fermé. C'est ce qui est représenté ici par un polyèdre convexe représenté par un trait vert, et dont j'ai matérialisé les sommets de ce polyèdre convexe avec des disques rouges dans le plan de la figure. Vous pouvez au passage constater que nous avons des arêtes courtes et des arêtes plus longues. Vous avez ici 5 arêtes de longueur différentes, et la méthode proposée par MacLean et Anderson en 1966 va consister à découper intelligemment ce polyèdre convexe de façon à faire un polynôme de degré 2 après avoir réalisé des mélanges. Voilà. Alors, si on sait maintenant faire la limite du domaine expérimental, si on sait représenter les mélanges au sein de ce domaine expérimental, on aimerait dessiner la réponse au sein de ce domaine expérimental sous forme de courbe d'isoréponse. De façon assez simple, dès lors que l'on possède un modèle naturellement qui est prédictif ou qui est au moins fortement descriptif. Alors, je vais utiliser quelque chose de très très classique, je vais utiliser le découpage de Scheffé. Le découpage de Scheffé en 1958 propose un réseau on ne peut plus uniforme, on l'a appliqué à plusieurs reprises dans cette présentation, mais au lieu de faire m égale 2, m égale 3, m égale 4, je m'en vais faire m égale 100, ce qui a pour conséquence de créer quelque part un quadrillage avec un pas de 1 sur m, 1 sur 100, 1%. Et donc le nombre de sommets de ce quadrillage, eh bien, si vous appliquez la formule qui est en bas, petit q égale 3, petit m égale 100, une machine à calculer qui permet d'utiliser la fonction factorielle, vous montre qu'il y a 5151 mélanges dans le domaine. Je vais écrire les coordonnées de ces 5151 mélanges, je m'en vais faire une translation de ces coordonnées au centre du domaine, je m'en vais appliquer la matrice de rotation, et je m'en vais obtenir le maillage que vous voyez à l'écran de 5151 points. Et ensuite, il devient très simple d'affecter une couleur à ces points en fonction du niveau de la réponse. Je vais associer finalement autant de séries de données, bien que je vais découper la variation de la réponse en intervalles, c'est ce que l'on va voir. Alors, je remarque ici que j'utilise toujours la même méthode. Dans la première matrice, j'écris les coordonnées des proportions des constituants. Vous voyez apparaître les premières lignes des 5151 lignes. J'affecte toujours dans le deuxième tableau les coordonnées du mélange suite à une translation du repère au centre, le centre ayant pour coordonnées entière, entière, entière. J'utilise dans la dernière partie toujours la même matrice de rotation pour transformer les coordonnées au centre en un système de 2 coordonnées qui me sert à dessiner le nuage de points que vous avez vu en arrière-plan. Et alors ensuite, je m'en vais dessiner dans cet exemple les courbes isoréponses correspondant à la forme canonique du modèle polynomial de degré 1, 90x1 plus 95x2 plus 100x3. Il n'y a pas de
de terme carré, il n'y a pas de terme rectangle, il n'y a pas de cubique dans cet exemple-là. L'idée est de vous montrer le principe. Alors, naturellement, les constituants variant entre 0 et 1, ben, je vais avoir une réponse qui varie ici entre 90 et 100. Et j'ai décidé de découper cet intervalle qui va de 90 à 100 en 10 parties. Je vais dessiner la réponse entre 90 et 91, entre 91 et 92, entre 92 et 93, et ainsi de suite jusqu'à 100. Eh bien, voilà ce que l'on obtient. Quand vous êtes près du constituant 1, j'ai représenté les points en marron. Si vous faites x1 égale 1, eh bien vous avez 90. Et au fur et à mesure que vous glissez vers le bas de la figure, que vous allez plutôt passer vers des couleurs violettes, puis vers des couleurs bleu, marron clair, vert et de nouveau bleu, mais plus vous allez atteindre une valeur qui est égale à 1, avec des tranches qui vont de 10 en 10 sur le plan de la figure. Donc voilà comment vous pouvez faire des courbes d'iso-réponse à partir de 5151 mélanges. Alors, me direz-vous, c'est peut-être un progrès pour certains, une découverte, mais c'est encore peu satisfaisant parce que on voit apparaître finalement les points et un fond d'écran blanc à travers ces points. Alors qu'est-ce qu'il suffit de faire? Peut-être de grossir les points. Et si vous grossissez les points, vous allez grossir le contour des points. Alors en fait, il suffit de mettre beaucoup plus de points dans le plan de la figure, et au lieu d'adopter un degré de maillage m égale 100, pour fabriquer votre trame, eh bien, on va appliquer un degré de maillage qui est égal à 200. Voilà. Donc, par voie de conséquence, le nombre de points que vous allez colorier n'est plus égal à 5151, mais est égal à 20 301. On écrit les 20 301 coordonnées, alors, de façon astucieuse, on peut dupliquer les coordonnées précédentes en 4 parties. On peut aussi l'écrire tranquillement sur une table, ça ne prend pas plus d'1 heure. Et une fois que vous l'avez fait, c'est universel. Ça sera universel pour tous les diagrammes ternaires que vous aurez à utiliser par la suite. Eh bien, vous allez naturellement projeter dans le plan de la figure, après avoir fait un centrage et une rotation, les 20 301 points formés par ce réseau simplex lattice proposé par Scheffé en 1958. Et de la même façon que précédemment, vous allez colorier les points en fonction du niveau de la réponse. C'est ce que vous voyez apparaître ici avec la même fonction, mais peut-être d'autres jeux de couleurs, 90x1 plus 95x2 plus 100x3, et vous avez une notion de continuité, une notion esthétique qui est beaucoup plus satisfaisante à l'œil. Je rappelle au passage que le modèle utilisé ici, un modèle canonique de degré 1, a donné lieu en 1962, comme vous pouvez le voir à l'écran, à des publications pour expliquer aux gens, dans des diagrammes ternaires, le sens de ces coefficients. Alors certes, sur un modèle de degré 1, nous avons une équation de plan, mais lorsque vous avez la forme canonique du modèle de degré 2, on va faire apparaître des courbures, et c'est ces courbures que je vais vous suggérer d'étudier dans le contexte du quiz qui va suivre. Donc nous voilà arrivés à la fin de cette troisième séquence. Je vous propose de préparer un quadrillage en adoptant un pas de 5%. J'avais adopté dans la présentation un pas de 20%. Mais adopter un pas de 5%, ça permet, lorsqu'on positionne des points, d'être un peu plus précis. Des fois, c'est trop dense, donc utiliser un pas de 10%. Et ensuite, bien, dans un de ces deux quadrillages, représenter les mélanges d'un réseau de type simplex centroïde en présence des contraintes suivantes. Au moins 20% du constituant 1, au moins 40% du constituant 2, au moins 20% du constituant 3, en vous reportant au cours qui introduit la notion de contrainte et de simplex centroïde, vous apercevrez que lorsqu'on ne donne que des contraintes inférieures, le domaine expérimental est un simplex de même orientation que le simplex initial, et dans ce triangle, eh bien, vous allez représenter un simplex centroïde, à savoir les 3 sommets, les 3 milieux d'arête et le centre du domaine. Et puis dernière question, vous allez représenter les contraintes suivantes dans un simplex de hauteur unitaire. Le premier système de contraintes est un système qui présente des contraintes individuelles explicites,
inférieur et supérieur. Sur le constituant 1, 10%, 50%. Sur le constituant 2, 10%, 70%. Et sur le constituant 3, pas plus de 70%. Et puis à droite, vous allez rajouter des contraintes relationnelles qui vont apparaître sous forme de droite dans le domaine expérimental. Donc je vous laisse découvrir les équations à l'écran. Pour dessiner des droites, il suffit de trouver 2 points. Il suffit de trouver 2 points qui appartiennent au contour du simplex de hauteur unitaire. Et à partir de l'équation de ce contour, donc des arêtes de ce contour et du système qui est ici, vous allez trouver très simplement les coordonnées des 2 points que vous rejoindrez à partir d'un segment de droite dans le plan de votre figure. Voilà, écoutez, je vous laisse travailler ces exercices et je vous retrouve alors tout de suite dans une salle informatique où nous allons concrètement mettre en œuvre toute cette démarche à partir du tableur Excel. Donc à tout de suite dans la salle informatique.